Que ce soit avec un portable, une tablette ou un appareil photo, que ce soit pour un coucher de soleil, un devoir de maths ou une voiture, prendre des clichés est devenu une habitude quasi journalière. Mais malgré un automatisme qui évolue, la photographie reste un art compliqué et qui s'apprend. Beaucoup de gens ont du mal avec le vocabulaire technique de la photographie. Et c'est ce que nous allons essayer de clarifier dans ce doc. Nous sommes au 19e siècle. À cette époque, le seul moyen pour obtenir une reproduction à peu près précise d'un paysage ou autre est d'utiliser un vieux système, une chambre noire. Une chambre noire se compose d'un trou et d'une lentille face à la scène, et de l'autre côté, un verre qu'on recouvrait d'une feuille sur laquelle apparaissait l'image à l'envers. Il manquait plus qu'à décalquer, si je puis dire. C'est donc au 19e siècle qu'on commença à chercher un moyen de remplacer la feuille par un matériau capable de fixer l'image. Et figurez-vous que c'est un physicien français. Oui, la photographie est d'origine française, tout comme le cinéma, bref. Et c'est donc Joseph Nicéphore qui en 1827 remplaça le papier par, accrochez-vous, une plaque d'étain recouverte d'une couche de judée, une sorte d'asphalte, qui durcissait et blanchissait aux endroits touchés par la lumière, alors que les zones non éclairées restaient sombres. Oui, je viens de lire. C'est maintenant que je vous présente la première photographie du monde exposée à la lumière pendant plus de 8 heures. Pour vous donner un ordre d'idée, mon appareil prend des photos à 1/2 millième de seconde. Bon, évidemment, on n'en est pas resté là. L'américain George Eastman créa le premier appareil photo Kodak avec une pellicule sensible à la lumière en 1888. Ce procédé s'appelle maintenant la photo argentique. Bon, vous le savez, on ne s'est pas arrêté là. Maintenant, on utilise principalement la photo numérique. Finalement, dans le principe, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. À la place d'avoir une pellicule, on a ce qu'on appelle un capteur électronique composé de milliers de cellules photosensibles qui captent la lumière, qui transforment la lumière en signaux électroniques qui donnent lieu aux fameux pixels. Des pixels, il y en a beaucoup dans une photo. Certains téléphones portables récents peuvent prendre des photos à plus de 20 millions de pixels. Donc, plus la photo a de pixels, plus elle est nette. Plus elle est nette, plus on peut l'afficher sur de grands formats. Mais attention, le nombre de pixels ne témoigne pas de la qualité d'un appareil. Il y a énormément de facteurs. Mais tout d'abord, regardons les différents types d'appareils photo. On distingue 4 différents types d'appareils photo. Le compact, le bridge, l'hybride et le réflexe. Commençons par le compact. Déjà, comme son nom l'indique, c'est le plus compact. L'appareil se compose de parties distinctes, l'objectif, souvent équipé d'un petit zoom, le capteur, l'écran et parfois le viseur. Cet appareil, c'est un peu si vous souhaitez prendre des photos une fois par an. Pour cause, le peu de réglage possible, la petite taille du capteur qui capte donc peu de lumière et le viseur qui, comme on le voit sur le schéma, ne reproduit pas exactement ce que voit l'objectif. Nous avons ensuite le bridge. Le bridge, tout d'abord, est beaucoup plus imposant. Il a un écran de meilleure qualité et parfois inclinable. Il y a beaucoup plus de réglages qui permettent d'être plus libre et surtout, c'est sur les bridges qu'on trouve les zooms les plus puissants du marché. Le viseur, là, est différent. C'est ce qu'on appelle un viseur numérique. À l'intérieur de celui-ci se trouve en fait un petit écran, mais il est rarement de bonne qualité et donc pas très agréable à utiliser. Vient ensuite l'appareil hybride. Là, c'est le niveau supérieur. Il se compose d'un objectif interchangeable, d'un écran et d'un viseur numérique également. Et c'est là l'énorme différence avec un réflexe. Mais attention, l'appareil hybride n'est pas spécialement bas de gamme. On trouve par exemple le Panasonic Lumix GH5, extrêmement réputé pour sa vidéo 4K, qui peut coûter jusqu'à 2000 €. Enfin, le réflexe, composé d'un objectif interchangeable, a la particularité d'avoir un viseur optique. En gros, l'image captée par l'objectif est réfléchie par un miroir et retournée par un pentaprisme jusqu'au viseur, ce qui permet d'avoir une vue parfaite de ce qu'on photographie. On peut sinon bien évidemment regarder à travers un écran. Le réflexe a également un plus grand capteur qui capte donc plus de lumière. Passons maintenant au principal, comment se prend une photo? Il y a 3 facteurs principaux à prendre en compte. Ces 3 facteurs composent les 3 facteurs de l'exposition, ce qui finalement en photographie est le plus important. Ces 3 facteurs sont donc l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturateur et la sensibilité ISO. Alors là je sais, je vous ai perdu. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué en soi. Le diaphragme d'abord, c'est une sorte de cache qui va laisser passer plus ou moins de lumière. C'est exactement comme votre œil. L'ouverture de celui-ci se définit avec la lettre F, puis un nombre. Plus le nombre est grand, moins le diaphragme laissera passer de lumière. Par exemple, dans cette vidéo de mon appareil, on voit bien le passage de l'ouverture f3.4 à l'ouverture f8. L'obturateur, maintenant, c'est un volet qui a 2 positions, ouverte ou fermée. C'est ce volet qui cache le capteur jusqu'au moment où on le déclenche. En gros, la vitesse de l'obturateur, c'est le temps durant lequel le capteur sera exposé à la lumière. Il se mesure en secondes, mais c'est plus souvent sous la forme de fractions de secondes. Plus le temps défini est long, plus il captera de lumière, mais aussi de mouvement,
alors qu'à l'inverse, plus le temps est court, moins il captera de lumière, mais il figera les mouvements. Dernier paramètre, la sensibilité ISO. Ce dernier réglage définit la sensibilité du capteur. Il est présent sur tous les appareils, même sur les smartphones. Son réglage est simple. Plus il y a d'ISO, plus la scène est éclairée. Mais plus il y a d'ISO, plus il y a de bruit sur l'image. C'est donc en variant sur ces trois paramètres que l'on obtient l'image que l'on souhaite. Mais ces trois paramètres ne sont pas présents sur tous les appareils. Les appareils photo compacts possèdent rarement le réglage du diaphragme et de l'obturateur par exemple. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Moi sur mon portable, je prends une photo juste en touchant un bouton. Alors oui, le smartphone est particulier. Il a un capteur microscopique, un objectif fixe. En fait, le téléphone obtient plus ou moins de lumière en jouant uniquement sur les ISO. Et en plus, il le fait souvent automatiquement. Alors même si certains smartphones ont une qualité photo exceptionnelle, cela reste quand même incomparable à un réflexe, surtout en basse lumière à cause de la petite taille du capteur. Alors là c'est bon, vous vous dites, j'achète un réflexe. Et puis là vous voyez les différents types d'objectifs et vous vous jetez par la fenêtre. Mais non, il y a un facteur principal pour les objectifs, c'est la longueur focale. La longueur focale, c'est la distance entre le capteur et l'objectif. Elle se définit en millimètres. Une petite longueur focale offrira un grand angle de vue, alors qu'une plus grande longueur focale offrira un angle de vue beaucoup plus restreint. Il existe les objectifs zoom à longueur focale variable et les objectifs fixes à longueur focale fixe. C'est bien, vous avez suivi. Bon ben voilà, maintenant que vous connaissez tous les facteurs principaux pour prendre une photo, passons à l'anecdote. Le premier téléphone portable à embarquer un appareil photo date de 2000 et c'est le Sharp JSH04. Il avait une résolution de 0,11 mégapixels et 256 couleurs. Bon voilà, laisse un pouce bleu et abonne-toi.